That's where I long to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour Microciné, épisode 239. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un film qui est sorti il y a pas mal de temps, en 1991, d'un film signé Terry Gilliam et qui s'appelle The Fisher King. Le film sort en DVD Blu-ray, c'est une édition collector, sort chez Wildside. D'ailleurs je salue Benjamin Gessler qui m'a beaucoup aidé pour construire cette émission. Et parmi les nombreux bonus du DVD, il y a un livret qui a été rédigé entièrement par mon invité d'aujourd'hui, Frédéric Albert Lévy, que je salue. Comment allez-vous ? Eh ben, je vous dis bonjour d'abord. Moi, je suis enchanté de vous voir, puisque, enfin, en live, même si ça ne va pas être diffusé en live. Jusqu'à présent, je vous voyais, mais bon. Comment ça va ? Ça va, oui. Oui. Ça va. Bon. Alors, je veux pas, enfin, peut-être plus trop cuidant, certaines personnes vous ne vous connaîtrez pas, mais en tout cas, vous êtes l'un des cofondateurs de la revue Starfix, et rien que pour ça, je suis très content de discuter avec vous, d'avoir un petit dialogue avec vous autour d'un film, et voilà, ça me fait vraiment plaisir. Allez. C'est très gentil. Mais je vous en prie. Vous êtes un passeur et c'est important, les passeurs. Et après, on parlera d'autres choses à la fin de l'émission, comme on avait prévu, mais ce sera une petite surprise. Bref. Alors, The Fisher King. On avait un peu discuté hors caméra où on parlait un peu de Terry Gilliam, de ce qu'il est, de ce qu'il représente dans le cinéma. On est d'accord sur le fait que ça reste un cinéaste très important et parce que il regarde le monde de manière assez différente, ce qu'on demande normalement à un artiste, mais qui lui, il a une manière de le regarder ce monde comme si peut-être sa vie en dépendait, je ne sais pas. Mais en tout cas, pourquoi dans ce film The Fisher King, qui est un film qui arrive juste après une série comme ça de grosses productions, plus ou moins avec plus ou moins de succès, est-ce que ce film, en l'occurrence, et dans sa filmographie, est un film qui compte beaucoup pour vous? Déjà, parce que vous avez participé au bonus de ce DVD. Est-ce qu'il y a quelque chose, vous avez un lien très fort avec ce film? Vous me mettez un peu dans l'embarras là, mais je vais vous répondre honnêtement. Ce film en lui-même, je ne suis pas sûr qu'il soit très, très important dans son œuvre, mais ce qui me frappe, c'est la continuité dans l'œuvre de Terry Gilliam. Donc, pour vous répondre, mais ce n'est pas du tout une échappatoire, j'aime beaucoup, à ma grande surprise d'ailleurs, parce que je pensais que ce serait fichu étant donné le temps qu'il avait mis à le faire, j'aime beaucoup L'homme qui tua Don Quichotte. Mais il n'est pas interdit de voir The Fisher King non pas comme un brouillon, parce que c'est pas un brouillon, c'est un film élaboré, bon, même s'il y a quelques bavures ici et là, mais il n'est pas interdit, enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, et c'est pour ça que ça m'émeut, comme le tremplin vers son Don Quichotte. Parce que Robin Williams affrontant ou se dérobant devant le Chevalier Rouge, c'est quand même déjà, me semble-t-il, une version de Don Quichotte se battant contre les moulins à vent. Enfin, c'est comme ça que je le lis. Et la seule différence, et encore, non, j'allais dire que The Fisher King est un film plus optimiste que Don Quichotte. Le Don Quichotte finit mi-chèvre, mi-chou. Ce qui est bien dans The Fisher King, c'est qu'on a une fin optimiste. Bon, avec toutes les réserves qu'on voudra, mais si on regarde par exemple L'année des 12 singes, je ne suis pas sûr que ça finisse bien. Enfin, ça finit de manière ambiguë, mais on peut imaginer le pire. Bon, par exemple. Et donc, The Fisher King, oui, c'est important d'un point de vue historique, mais pas seulement pour le cinéma. 91, c'est la fin des années 80, enfin c'est le début des années 90, donc c'est la fin des années 80, donc c'est la fin de la période yuppies aux États-Unis, c'est-à-dire que c'est là que le film paraît intéressant. Alors c'est pas du Capra, faut pas exagérer, mais il y a l'idée que pour que les choses aillent mieux, il faut tenir compte de son voisin, il faut essayer de l'aider, alors que les années 80, c'est plutôt pousse-toi là que je m'y mette. Alors, donc, pour répondre à votre question, c'est un film qui est doublement intéressant pour moi. D'une part, parce qu'il s'inscrit dans l'œuvre de Terry Gilliam et que je vois comme
non pas un seul film, bon, même si c'est un cliché de dire que tout grand réalisateur ne réalise pas des films, il n'en réalise qu'un seul. Bon, je crois que c'est Scorsese, par exemple, qui dit qu'il tourne un seul film. Bon, pourquoi pas. Je ne sais pas quand ça se terminera. Et puis donc, c'est un... Melville aussi, pardonnez-moi de vous avoir interrompu, Oui, Jean-Pierre oui. Melville disait ça aussi, effectivement. Et donc, historiquement, je pense que c'est un témoignage sur une période, ou plus exactement, c'est un témoignage sur la transition entre une période et une autre période. C'est-à-dire que Jeff Bridges, c'est le Youpies des années 80. Son temps est terminé, il faut bien qu'il se reconvertisse. Alors, il se reconvertit en faisant attention aux autres. Et je ne sais pas si j'ai le droit de dire ce que je vais dire, mais en rapport, me semble-t-il, direct avec votre question, il y a une chose qui me, je ne vais pas dire qui me plaît, mais qui m'intéresse dans ce film, c'est que les deux personnages féminins, les deux actrices, ne sont pas particulièrement jolies. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Alors, je m'attendais pas à cette question, mais vous marquez un point, mais je vais quand même vous répondre. Elles ont, c'est vrai que, mais je crois que dans les films de Terry Gilliam, à part peut-être dans Munchausen, l'actrice américaine qui jouera ensuite dans Kill Bill. Oui, Uma Thurman, je crois. Uma Thurman est oui, c'est ça. particulièrement belle, Oui. mais je pense pas que dans les films de Terry Gilliam, Allez, comment dire, la beauté, enfin, comment je pourrais dire ça, je pense pas que ça soit un aspect qui l'intéresse beaucoup, ça, l'actrice, je suis désolé, j'ai oublié son nom, qui joue dans Les Frères Grimm, est quand même jolie. Bon, Ah oui, c'est euh, vrai, si, c'est vrai, vous avez même raison. très Non. jolie. Non, mais alors, ce que je veux dire, je ne suis pas ironique du tout, c'est qu'il fait entrer dans son cinéma, alors que ce sont des histoires d'amour, enfin, il y a une double histoire d'amour dans le Fisher King, il fait entrer je n'ai pas dit qu'elles étaient moches, hein, qu'on se comprenne bien, mais enfin, il n'a pas pris des canons. Et je trouve que ça, c'est aussi une marque d'humanité de donner un rôle très important à deux femmes qui n'entrent pas dans la tradition des Oui. superstars américaines. Voilà. Et Mm. je mets ça en rapport avec la fin de la période Youpi, c'est-à-dire attachons-nous à nos voisins, faisons attention à tout le monde. Et je crois qu'il y a cette générosité chez Gilliam, il me semble. Bah, déjà, le film raconte quand même l'histoire donc vous en avez un peu parlé, Jeff Bridges qui joue le rôle d'un, d'un animateur d'une radio et qui a cette particularité d'être extrêmement arrogant et qui a l'habitude de recevoir un auditeur. Ça, on le comprend très vite qu'il a l'habitude de lui parler. Et puis cet auditeur lui explique qu'il est amoureux d'une fille, je crois, et une fille qu'il a rencontrée dans un club, enfin dans une espèce de café. Et à un moment, Jack Bridges, John lui dit en gros, écoute, cet endroit-là est un endroit de yuppies, il faut être plus fort qu'eux, il faut y aller, il faut les buter, et puis voilà. Et effectivement, c'est ce que va faire cet auditeur. Il va effectivement y aller, prendre une espèce de carabine, et il va en tuer, je crois, 7-8. Et quand, Ouais. 7, voilà. Et quand Jack Lucas apprend cela, bah, il est complètement démoralisé et le film reprend 3 ans plus tard. On comprend qu'il a arrêté la radio, qu'il est dépressif, qu'il travaille dans une espèce de vidéoclub, qu'il a rencontré quelqu'un et par un concours de circonstances, il va tomber nez à nez avec Robin Williams, Paris, qui en fait, on apprend plus tard, était un prof de lettres qui est devenu dépressif suite à la mort violente de sa Clochard, femme. oui. Oui. Voilà, et clochard, une espèce de clochard céleste. Oui. Et il a perdu sa femme dans la tuerie de ce café. Et il comprend très vite qui est Jack Lucas. Il sait que c'est Jack Lucas. Et en fait, il lui propose une histoire très simple. Il lui dit voilà, aide-moi à trouver le Graal. Et donc, cette ville devient en fait, cette ville aurait pu ne pas se dérouler aux États-Unis, ça aurait pu se dérouler ailleurs, mais ça devient une espèce Ah, de laboratoire quand même, de oui, conte. alors, je crois, enfin, je vois très bien ce que vous voulez dire, mais je crois que du point de vue de Terry Gilliam, c'était nécessaire que ça se passe à New York, parce que D'accord. je ne vais pas dire que Terry Gilliam est un clochard, c'est pas ce que je veux dire, mais sa position a toujours été d'être extérieur. Alors,
d'abord le début de sa carrière avec les Monty Python, il faut savoir qu'il était Monty Python, mais pas tout à fait. Au départ, c'est lui uniquement qui fait les transitions en animation dans leurs sketchs. Bon, petit à petit, il est plus ou moins intégré au Monty Python, mais ça reste quand même l'américain de la bande. Donc, il est là, mais il est toujours un peu en marge. Et il explique que quand il retourne à New York pour tourner The Fisher King, il est surpris parce qu'il ne reconnaît pas la ville qu'il a pu connaître avant. C'est d'ailleurs à New York qu'il avait rencontré pour la première fois John Cleese, qu'il a introduit auprès des Monty Python un peu plus tard. Et donc, je crois qu'il y a, si vous voulez, qu'est-ce qu'on voit de New York là? Deux aspects. Bon, au départ, l'aspect youpi, et après, on voit des clochards. Bien sûr qu'il y a des films qui nous montrent le côté misérable de New York, mais pas tant que ça. Et je pense que c'est un peu la déception de Gilliam, ou la surprise tout bêtement. Il revient à New York, il s'attend peut-être un peu comme tout le monde. Enfin, moi, la première et la dernière fois d'ailleurs que je suis allé à New York, j'ai été très surpris parce que New York, pour moi, c'était le cinéma américain, c'était le luxe, etc. Et on arrive, on prend le taxi en partant de l'aéroport et on fait 20 km de route totalement défoncée. Il n'y a pas une route en France qui soit en aussi mauvais état que la route à New York. Donc la grande surprise qu'on a quand on arrive à New York, c'est que, bon, il y a une architecture très moderne dans certains quartiers, etc., mais c'est aussi une ville extrêmement misérable dans certains quartiers. Et je pense que c'est ce qu'a voulu montrer, toujours en rapport avec le passage d'une période triomphante à une période qui l'est moins. Je pense que c'est ce qu'a voulu montrer Gilliam dans le Fisher King. Et il y a toujours chez lui, alors je pense que cette transition-là est à mettre en rapport avec, je crois que vous disiez qu'on a parfois du mal à voir où il veut en venir, mais je crois que lui-même a beaucoup de mal à savoir où il va, dans la mesure où, et ça je peux en faire la démonstration, je ne crois pas qu'il y ait un seul film de lui qui ne mélange d'une manière ou d'une autre deux époques différentes. Si vous prenez Time Bandits, bon, on passe par définition à travers des portes du temps. Mais regardez par exemple Brésil. Bon, alors Brésil, on va dire, ça se passe à n'importe quelle époque. Oui, mais regardez quand même, enfin, c'est une esthétique qui, sauf erreur de ma part, s'appelle auprès des spécialistes steampunk. Steampunk, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous regardez les décors de loin, etc., c'est plutôt du 19e siècle, ce sont de vieux trucs, mais il n'empêche qu'il y a quand même des télévisions, des ordinateurs, des choses comme ça. Donc il y a toujours un télescopage chez Gilliam, et dans le dernier aussi, d'ailleurs, l'homme qui tua Don Quichotte, que je trouve très réussi. Pourquoi? C'est parce que ça se passe aujourd'hui. Bon, et le Don Quichotte, il n'y a pas Don Quichotte, il y a un vieillard qui se prend pour Don Quichotte. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'au bout d'un quart d'heure, même quand rien n'est caché, parce qu'on connaît les données, bah, on finit par oublier qu'on a affaire à un fou qui se prend pour Don Quichotte, et c'est comme si Don Quichotte était arrivé aujourd'hui. Donc il y a ce mélange constamment des temps chez Gilliam. Alors je reviens à votre question sur New York. Je pense que ce mélange des temps, pour lui, devait passer par New York, parce que New York, c'est une ville qu'il avait connue 20 ans ou 30 ans avant. Il revient et il a ce sentiment de frustration que nous pouvons éprouver tous, enfin, en tout cas que j'éprouve moi. Je pense à la ville de Londres, j'ai travaillé, j'ai vécu à Londres il y a un certain temps, comme dirait Fernand Reynaud. Oui, il y a 40 ans, c'est ça, oui, 40, 45. La bouche d'un canon. J'aurais jamais pensé qu'on parlerait de la bouche d'un canon, mais du temps à refroidir. Génial. Et quand je retourne à Londres, je suis très content puisque j'y ai vécu, j'étais très content, etc. Mais je suis toujours un peu frustré parce que, ah, tiens, dans cette rue, il y avait une librairie que j'aimais beaucoup, elle n'y est plus, etc. Et je pense que c'est ça le malaise de Gilliam, en rapport à mettre avec son attitude d'éternel adolescent. Il a beaucoup de mal, comme tout le monde d'ailleurs, mais lui peut-être un peu plus que tout le monde, à admettre que le temps passe. Et Mais New York,
Mais, Terminons maintenant. mais je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais ce qui est incroyable avec ce film The Fisher King, c'est un film de transition, comme vous dites. Donc, comme c'est un film de transition, il y présente aussi certaines limites. Il a ses limites, ce film. Et on en parlait un petit peu hors caméra. Je l'ai revu hier pour l'émission. Et je trouve qu'il y a des moments où on est un peu dans les sbroufs, j'ai cette impression. Cette multiplication comme ça de cette caméra qui est survoltée, ces plans de diagonale. Et parfois, j'ai cette impression que ça ne fonctionne pas avec le récit qu'il essaye de tisser comme ça dans ce film, et que oui, que parfois il se perd complètement et ça va un peu trop loin. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que je me suis toujours posé la question du rapport qu'il entretenait avec l'Amérique. Et ce qui est incroyable avec The Fisher King, c'est que et pourquoi je parlais de délocalisation? Parce que quand on entend le personnage joué par Robin Williams, qu'il dit, la manière qu'il a de dire les mots, l'inspiration, j'ai cette impression que ça vient plutôt d'un autre siècle, et voire même d'un siècle plutôt anglais. Et donc, il y a une espèce d'anachronisme dans ce film qui est particulièrement intéressant d'ailleurs pour le coup. Non, enfin, non, mais vous avez raison. Je pense qu'aussi au centre de toute l'œuvre de Gilliam, même si c'est jamais dit ouvertement, enfin, en l'occurrence, si, dans Fisher King, je pense, il ne faut pas oublier que c'est un Américain qui, donc, quitte les États-Unis pour commencer à travailler en Angleterre avec les Monty Python. Mmh. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est un peu en marge, mais il finit par, je ne sais plus à quelle date, je crois que c'est vers l'an 2000, mais enfin peu importe, il finit par avoir la nationalité anglaise et il n'a plus la nationalité américaine. Et alors là, c'est quelque chose qui personnellement me fait plaisir. Bon, chacun ses idées, bien sûr, mais il est déchaîné contre le Brexit. Bon, il est déchaîné contre le Brexit. Pourquoi? Alors, n'oublions pas quand même qu'il est américain d'origine. Il y a une phrase de lui qui dit: mais qu'est-ce que c'est que cette stupidité? L'Angleterre s'imagine qu'en quittant le Brexit, elle va avoir son indépendance, alors qu'en fait, elle va devenir le toutou des États-Unis. Alors, on pourrait dire, bah, il devrait être content, puisqu'il est américain d'origine, de vivre dans un pays. Ben non, ça ne lui plaît pas. Pourquoi? Parce qu'il y a ce côté indépendant qui bon, fait ses limites, mais aussi sa grandeur. Alors, pour en revenir à ce que vous disiez sur l'excès, bon, j'ai envie de vous dire, il faut l'admettre, c'est sa caractéristique. Il bouge beaucoup quand il parle, même, etc. Bon, il est excessif. Simplement, il y a quand même un miracle, c'est que certains de ces excès deviennent réalité. Alors, on va prendre un excès négatif. L'année des 12 singes, c'est sur une épidémie mondiale. Bon, je n'ai pas besoin de dire pourquoi c'est d'une brûlante actualité aujourd'hui encore. Mais regardez dans le... Alors, je ne sais pas si c'est à cette scène que vous pensiez, mais regardez dans The Fisher King. À un moment donné, on est dans Grand Central Station à New York. Bon, et puis, clic-clac, on ne sait pas très bien ce qui se passe, un miracle. Tout le monde, ben, vous voyez, vous aurez droit à ma chère épouse dans le cadre derrière. Voilà. Bon, qui revient de son jogging, comme je vous l'avais dit. Voilà. Donc, miracle, à un moment donné, tous les commuters, tous les gens qui prennent le train pour aller à leur travail, s'arrêtent et se mettent à danser. Bon. Alors, peut-être, effectivement, je ne sais pas si c'est à cette scène que vous pensiez, on pourrait dire, Entre tiens, autres. qu'est-ce que c'est que ce type qui se fait plaisir? Bon, c'est pas lui qui est au service de son film, il est là, il a trouvé, il le dit d'ailleurs, que, alors je ne sais plus ce qui était prévu pour cette scène, ça devait se passer dans la gare, mais non, ça ne lui plaît pas. Alors il imagine ce bal gigantesque. Fantasme personnel. Il faut quand même préciser, alors je ne sais pas si c'est toujours de mise encore aujourd'hui, 20 ans après, mais que tous les ans, Grand Central Station, la fiction, l'imagination est devenue réalité puisque on organise un grand bal à l'intérieur. Bon. Donc, je crois qu'il faut saluer l'imagination de quelqu'un quand, au bout d'un certain temps, cette imagination débouche sur quelque chose de réel. Donc, ça démesure et démesure tant qu'on la voit dans le film, à partir du moment où il a
était suffisamment convaincant pour que les gens le croient, allons-y. Et c'est d'ailleurs, là encore, me semble-t-il, un aspect du film sur lequel il insiste lui-même, mais c'est que les séquences les plus fantasmatiques ou avec hallucination, c'est-à-dire le Chevalier Rouge. Alors, je vais peut-être vous paraître naïf. Bon, à certains moments, je me demande s'il n'existe pas vraiment. Bon, alors qu'il ne triche pas. Bon, il est évident que c'est le résultat du traumatisme pour Robin Williams. Bon, il explique d'ailleurs à un moment pourquoi le chevalier est-il rouge. C'est parce que le rouge du chevalier est le rappel du sang de sa femme quand elle a été exécutée par le bonhomme qui avait été poussé par Jeff Bridges. Bon. Donc, on le sait que c'est un fantasme. N'empêche que c'est filmé de telle manière, et je crois que les plans sont des plans tout à fait bateaux quand on filme le Chevalier Rouge, de telle manière que c'est réaliste. Et c'est ça qui est bien, enfin qui est bien, qui peut déplaire bien sûr, mais c'est ça qui est passionnant, c'est qu'il n'y a pas de frontière entre le réalisme et la fiction chez Gilliam. Mais je crois que c'est lui-même qui pense comme ça. Enfin. Et s'il a réussi à faire son Don Quichotte au bout de 20 ans, c'est bien parce qu'il y croyait. Il faut quand même saluer le résultat. Alors, on a très peu de temps. Juste deux petites questions. Déjà, je rappelle que donc il y a une édition collector de ce film qui est distribuée par Westside et vous avez participé. Enfin, vous avez écrit un livret qui s'appelle The Night on the City, qui est à peu près un livret de 50 pages, qui se trouve dans l'édition. Juste une dernière question concernant le film. Il y a quand même un aspect qui est impressionnant et qui se marie aussi avec la filmographie de Terry Gilliam, mais dans ce film, il y a un amour incroyable pour les acteurs, impressionnant. Il a une manière de les regarder, je ne dirais pas de les diriger, mais de les regarder, et ça donne plus de 20-25 ans après le film, enfin après la première projection, quelque chose d'assez intemporel, ne serait-ce que Robin Williams, qui est particulièrement inspiré, éprouvant dans ce film et qui est assez fascinant. Et je ne sais pas ce que vous pensez de la manière qu'il a de regarder ses comédiens et comédiennes. Je trouve qu'il a une manière assez douce et violente à la fois. Et oui, c'est très beau. Moi, je vous répondrai, enfin, j'espère que je ne vous réponds pas à côté, je vous répondrai par une seule chose, c'est une espèce de résumé de tout le film en l'espace de quelques secondes. Vous avez Jeff Bridges qui apprend à la télévision qu'il y a eu ce massacre par le bonhomme. Bon. Et je ne sais pas si le plan est continué, je ne me souviens plus, mais enfin peu importe. Vous avez Jeff Bridges qui voit à la télévision qu'on parle de lui. Alors comme il est vain, comme il est prétentieux, comme il est arrogant, sourire de satisfaction, il passe à la télé. Bon. Mais quand il comprend petit à petit, mais assez vite quand même, qu'il est peut-être d'ailleurs, pour l'instant, le seul à connaître exactement les raisons pour lesquelles il y a eu ce massacre. Quand il comprend qu'il est responsable du massacre en question, il y a un changement sur son visage, enfin il y a une espèce de décomposition. Alors ça, je ne sais pas moi, est-ce que c'est le mérite de l'acteur ou est-ce que c'est la manipulation de l'acteur par le réalisateur? Bon, Terry Gilliam, en tout cas, voilà un moment de cinéma impressionnant parce qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas... Non, tout se joue sur un visage. Et quant à Robin Williams, pour dire un mot, ce qu'il y a de bien, me semble-t-il, dans ce film, parce que c'est un type intéressant comme acteur, Robin Williams, mais je trouve qu'il jouait un peu trop sur la corde hystérique dans certains films. Il le fait aussi ici, mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a des hauts et des bas, et il y a vraiment une variété de jeux chez les deux, d'ailleurs, aussi bien chez l'un que chez l'autre. C'est ça, il n'y en a pas un qui pardonnez-moi d'expression, boufferait la place de l'autre. Vous avez entièrement raison, exactement.
Une dernière question qui n'a rien à voir avec The Fisher King. Vous êtes aussi un grand... Allez, en tout cas, vous êtes très sensible au cinéma de James Bond. Je ne vais pas dire spécialiste, je vais dire très sensible au cinéma de James Bond. Vous avez d'ailleurs écrit là-dessus. Et je ne peux pas vous laisser partir sans vous poser la question, à savoir, alors le dernier, qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoutez, il est interdit de spoiler quelque chose aujourd'hui, sinon on est poursuivi en justice pendant 6 mois. Mais je brûle d'envie de dire à ceux qui ne l'ont pas vu ce qui se passe, mais enfin bon, nous découvrirons. Bah écoutez, je ne sais pas dans quel journal j'ai vu ça, j'ai trouvé ça très très amusant, et chacun en fera ce qu'il voudra. Il y a eu un gros titre, je ne sais pas si c'est dans le Figaro, enfin peu importe, il y a 2 ou 3 jours, c'est James Bond qu'on assassine. Bon, je n'en dirai pas plus, mais je trouve que la formule est parfaite. Elle résume absolument tout. Bon. Juste une dernière chose, mais qui va dans le même sens. Faut-il que Daniel Craig ait mauvais goût ou soit prétentieux pour mettre l'espèce de veste rose abominable qu'il avait lors de la première à Londres? Je m'arrêterai là. Bon, comme si James Bond pouvait mettre une veste rose. Voilà. C'était Frédéric Albert-Lévy en direct de chez Microciné et c'était un plaisir de discuter avec vous. C'était trop court et j'espère qu'on aura l'occasion très vite de renouer le dialogue. Ça me ferait d'autant plaisir et je réexplique en fait que voilà, il y a un film, The Fisher King, qui est réédité en DVD Blu-ray. C'est une édition collector et vous avez participé, enfin vous avez écrit le livret qui se trouve dans cette édition et c'est édité chez Wildside et vous avez accepté cette interview. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Juste une toute petite chose, ce qui est émouvant, c'est que bon, Robin Williams est mort, comme on sait, donc le voir. Et d'autre part, alors ça, je l'ai appris en voyant le bonus, mais vidéo que je n'avais pas vu. Jeff Bridges va mal en ce moment. Il a un lymphome, c'est-à-dire un cancer du sang. Mais il paraît, dit Terry Gilliam, qu'il prend ça très bien et qu'il dit qu'il va merveilleusement. Je me permets d'ajouter ce post-scriptum parce que ce film est une leçon d'optimisme et je trouve qu'on en a bien besoin. Je ne vais pas reparler du James Bond, mais ce n'est pas une leçon d'optimisme. Voilà. C'est bien d'avoir des films qui vous remontent un peu le moral de temps en temps. Oui, on en a effectivement bien besoin. Merci beaucoup, Frédéric Albert-Lévy. Je vous souhaite une agréable journée et à très vite. Générique. À bientôt. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions.